Bonsoir, c'est François Payotte qui a bien le plaisir de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans le grand salon théocentrique du Centre de l'Universalité pour assister à cette conférence, cet entretien en compagnie de Daniel Kemp. Alors comme il y a toujours beaucoup de nouveaux arrivants les vendredis soirs, je vais donc me faire un plaisir de vous lire le petit bulletin d'annonce habituel concernant d'abord le déroulement des conférences ici même en 2 temps, 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a une première partie de conférence après laquelle il y a une pause pendant laquelle vous pouvez préparer vos questions qui seront destinées à la deuxième partie. Lorsque la première partie est terminée, la conférence est disponible sur cassette enregistrée. Et vous pouvez recevoir cette cassette gratuitement à la pause, à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp qui aura lieu donc vendredi prochain et qui aura pour titre « La fatigue, ennemi mortel ». En ce qui concerne le symposium du dernier dimanche de chaque mois, je vous rappelle que c'est devenu une habitude ici, il y a toujours un tirage qui est fait à cet effet pendant le symposium, donc d'un prix pour une personne sur le voilier La Lubie sur le lac Champlain, et que si la personne assiste à ce symposium, à ce moment-là, le prix est doublé, c'est-à-dire qu'il est valable pour 2 personnes. Il y a également le prochain séminaire sur la nouvelle conscience qui est donné ici même par Daniel Kemp, qui aura lieu les 1er et 2 mars prochains. Il reste quelques places. Pour vous inscrire, voyez notre ami Mario Gosselin aux inscriptions. Aussi que le Centre d'Universalité qui ne recule devant aucun sacrifice, selon la formule consacrée pour satisfaire son aimable clientèle, va se voir doté d'une douzaine d'entités supplémentaires ici même au centre, c'est-à-dire que les petits oiseaux que vous avez vus dans la volière viennent de pondre une douzaine d'œufs qui sont sur le point de couver, qui vont éclore bientôt, peut-être pour Pâques. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent de près à l'évolution de notre volière. Il me reste maintenant à accueillir celui que vous avez l'occasion d'entendre sur les ondes dans la nuit du mercredi au jeudi soir sur l'émission de Roger Drolet de 11h jusqu'à 3h du matin, Monsieur Daniel Kemp. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous rappeler également que notre ami Daniel Kemp a commis ce livre-là dans sa jeunesse. S'il y en a qui veulent prendre connaissance du contenu du livre, qui est un livre à caractère initiatique, un roman initiatique, je pense qu'il sera disponible à la pause tout à l'heure. Alors Daniel, bonsoir. Le titre de ce soir de la conférence que tu nous proposes, c'est la guérison ésotérique. Et rien que de voir ces 2 mots-là collés l'un à l'autre, ça crée déjà un malaise chez moi. C'est une vieille mémoire. Je me souviens avoir lu il y a une dizaine d'années, enfin, fait la tentative de lire un livre qui portait ce nom-là, justement, la guérison ésotérique. Je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont fait comme moi la tentative de le lire. En ce qui me concerne, je me suis arrêté au bout de la page 50. Et il en contenait peut-être 2000 sur du papier façon Bible, là, très fin. Ah, ok. Je suis un livre bleu. Oui, de la collection d'Alice Bailey, La fraternité des serviteurs d'un monde nouveau. T'es courageux, moi je suis arrêté à l'introduction. Oui. En tout cas, je sais qu'arrivé à la page 50, j'ai regardé ça, puis il n'y avait rien dans ma tête. J'ai dit, mais de quoi il parle donc dans ce livre-là? C'est au bout de 2 heures. Alors, est-ce qu'il faut être très malade pour s'interroger, pour s'intéresser à la guérison ésotérique? Ou est-ce que le terme ésotérique, en concernant la guérison, ne concerne en réalité que quelques initiés? Pourquoi accoler ce mot ésotérique au mot guérison? Il faudrait demander à ceux qui pondent les titres. Mario Gosselin, veux-tu nous expliquer c'est quoi la guérison ésotérique? Il sauve, là. Oui, t'es demandé en avant aussi. Oui. Non, le terme ésotérique est un terme qui est bafoué, un terme qui peut servir à énoncer plusieurs choses, comme tu le sais. De mettre la guérison miraculeuse, c'est charrier. La guérison, ça ne dit pas grand-chose. La guérison moderne, la guérison future, la guérison ancienne, la guérison, bref. Le sujet va porter non pas sur la guérison, hélas, mais sur la maladie ésotérique. Si on emploie la guérison ésotérique, on va vouloir dire, du moins moi, ce que ça me tente d'élaborer sur le terme guérison ésotérique, c'est la guérison par la compréhension des mécanismes de la maladie. Donc,
on doit traiter de la maladie ésotérique, et encore là, ça me fait vibrer, la maladie qui naît suite à la prise de conscience de l'homme. Quels sont les freins qui en même temps servent de coups de pied, qui régissent l'évolution de l'homme? Les maladies ésotériques dans le sens d'une psychologie intérieure plus élaborée que la psychologie moderne et contemporaine, mais non pas ésotériques dans le sens d'occulte ou d'occultisme, de mystification, de voile. La guérison, lorsqu'on emploie le terme de guérison et que ce n'est pas employé par un médecin, on pense immédiatement à l'imposition des mains, à certaines cures miraculeuses, à certains produits qui ont la propriété de guérir presque toutes les maladies. On pense aussi à une méthode particulière, privilégiée, pour nous permettre de retrouver la santé presque en quelques instants, ou du moins en quelques semaines, alors qu'on a passé plusieurs années à se rendre malade. La guérison intelligente, disons, c'est peut-être mieux qu'ésotérique, étant donné que le terme est galvaudé pas mal. Y a-t-il des maladies intelligentes? Oui. Et les maladies intelligentes, elles se guérissent d'elles-mêmes, on ne peut pas les guérir. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui ont une fonction particulière chez l'homme, c'est de lui enseigner quelque chose, et les maladies intelligentes vont apparaître seulement chez des personnes qui ont la faculté de comprendre ce qu'on veut leur enseigner. Alors, ce sont donc des maladies initiatiques. Exactement. Mais toutes les autres maladies sont d'une certaine façon intelligentes et initiatiques en ce sens qu'elles sont karmiques. C'est-à-dire qu'elles naissent suite à l'anti-écologie de l'homme, de la femme et des enfants. Lorsque vous mangez trop, vous avez des symptômes de maladie. Lorsque vous fumez, lorsque vous vous droguez, lorsque vous buvez, lorsque vous êtes stressé, lorsque votre vie est mal menée, alors on a des maladies. Maladies qui sont les symptômes de la désharmonie qui existe entre vous et la vie. Alors ces maladies peuvent instruire l'homme, et plus souvent qu'autrement, ils vont instruire les savants, les chercheurs et les médecins. Peuvent instruire l'homme, peuvent instruire la femme sur ce qu'ils font, disons, de pas correct. Mais elles ne sont pas initiatiques en ce sens qu'elles ne naissent pas pour enseigner quelque chose, elles naissent simplement parce qu'on les attire de par nos actions. La maladie intelligente, vous faites tout ce qu'il faut pour être bien, et vous êtes malade. Je ne dis pas que vous pensez tout faire ce qu'il faut pour être bien, je dis que vous faites tout ce qu'il faut pour être bien. Je connais une personne qui présentement fait tout pour être bien. Alors elle avait un peu de poids à perdre, oh, pas énormément, 15 livres peut-être. Mais ça nuisait. Alors elle jeûne 2 jours par semaine. Les autres journées, elle ne mange rien pour engraisser. Et ça fait longtemps qu'elle fait ça. Et elle maintient son poids. Elle n'engraisse plus. Elle ne maigrit pas. Elle est atteinte d'une maladie intelligente. Et si elle va voir un médecin, le médecin n'y comprendra rien. Parce qu'il n'y a rien à comprendre dans le cadre normal des choses. La maladie qui naît suite à une faiblesse de conscience de l'écologie du corps et de la vie, ça la médecine peut s'en occuper. Évidemment, chaque personne amène des maladies différentes au médecin. C'est-à-dire que chaque personne amène des symptômes similaires qui n'expriment pas nécessairement la même cause. On a les maladies connues sous le nom d'hypertension, hypotension, qui souvent ne sont pas curables. On peut prévenir un peu, mais la personne passe sa vie avec ces maladies, qui sont régies non pas par le manque d'écologie de la personne. Ce sont des maladies sociales. Pour parler de la guérison, c'est-à-dire comment faire pour arriver, premièrement, à ne pas être malade, parce que c'est lorsque l'homme est en santé qu'il doit penser à la maladie, non pas lorsqu'il est malade qu'il doit penser à la santé.
C'est ridicule. Lorsque l'homme est en santé, il doit exister des mécanismes pour prévenir la maladie. Alors on va dire, faites-vous vacciner. Est-ce que l'homme peut être vacciné contre le stress? Est-ce que l'homme, est-ce que la femme peuvent être vaccinés contre les ulcères d'estomac, contre les maladies cardio-respiratoires, cardio-circulatoires, contre les maladies neurologiques, contre différentes formes de maladies qui ne naissent pas de l'extérieur, mais qui naissent de l'intérieur. Si on va... Alors, on a un médecin qui va être conférencier lors du prochain symposium, qui a déjà dit, moi j'avais dit que 90% des maladies, de toute façon, étaient permises par la psychologie. Et ce médecin de médecine générale était assis dans la salle et il a bouffé de rire. Et à l'entraque, il m'a dit pourquoi. Parce que lui, il est convaincu que 99,999% des maladies sont d'ordre psychologique. Je suis d'accord avec lui, mais je n'osais pas le dire et je savais qu'il y avait des médecins. Alors, les médecins ont osé le dire. Comment un virus peut-il causer une maladie si la maladie, elle est cataloguée psychologique? Parce que le corps a ce qu'il faut pour se défendre. Et lorsque la psychologie interfère, le corps manque de certains éléments, ce qui permet la maladie. Mais ça, ce sont les maladies écologiques, quand même. La maladie intelligente, la maladie qui va naître chez les personnes qui se conscientisent, ce que moi j'appelle pour l'instant homme nouveau, femme nouvelle, enfant nouveau. Il y a des nouvelles maladies. Ces maladies, on va les expliquer un peu. La pire d'entre elles va être l'épuisement. L'épuisement qui est une forme de fatigue qui n'est pas reliée au travail de la personne et qui n'est pas non plus reliée à une pathologie courante. Ce n'est pas une mononucléose, ce n'est pas une anémie. On ne trouve pas. La personne, elle dort, elle dort, elle dort, elle est épuisée, elle se réveille, elle n'a pas d'énergie, elle ne peut rien faire. Elle est épuisée. Mais ça, on va en parler surtout la semaine prochaine. Parce que, pour bien comprendre ce qui peut ou ce qui arrive chez certains d'entre vous, on doit commencer par élaborer sur les facultés qu'a la psychologie de l'homme et de la femme à rendre le corps malade. Pourquoi la maladie? Parce que on vit dans des endroits trop sales, parce que l'on se blesse, et parce que l'on permet à certaines entités extérieures, des virus, des microbes, des bactéries, de pénétrer à l'intérieur. Soit. Mais je connais des personnes dans certains pays qui vivent dans des taudis que vous avez juste à regarder sur une photo pour attraper une maladie. Eux vivent à l'intérieur, se blessent, marchent du pied, mangent n'importe quoi, ils ne sont pas malades. Ils vont mourir de malnutrition, mais pas de maladie. Ils vont avoir des déformations sur les pieds. Ils ne perdront pas leurs pieds. Ils vont en mourir de guerre, rarement, suite à des piqûres de scorpions, de tarentules, de serpents, parce que souvent ils vont même être capables d'y survivre. Et ce sont des personnes comme tout le monde, dirait-on. Sauf qu'ils n'ont pas de conscience mentale développée, sauf qu'ils n'ont pas la faculté de savoir, disons qu'ils n'ont pas la faculté de se poser les questions comme vous les posez. C'est-à-dire que plus l'homme est conscientisé, plus l'homme est sujet à être malade. Oh, évidemment, un pays qui n'est pas conscientisé peut souffrir comme le choléra, comme la malaria. Oui. Mais plus l'homme est conscientisé, plus la panoplie de médicaments doit être complexe, parce que les maladies sont disparates. On ne souffre pas de 2, 3 ou 4 maladies ici. Regardez, rentrez dans une pharmacie et vérifiez la pharmacopée du pharmacien. Les grandes tablettes qu'il peut ouvrir lorsque vous donnez une prescription, elles sont pleines de médicaments. Et je ne parle pas des opérations nécessaires
Parce que les médicaments ne peuvent pas faire. Et je ne parle pas non plus des médicaments drôlement spécialisés qu'on ne laisse pas aux pharmaciens. Plus l'homme se conscientise, apparemment, plus l'homme est malheureux. Et apparemment, plus la femme est malade. Et c'est vrai. C'est vrai. Doit-on bloquer le processus de conscientisation? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Très bonne raison. Cessez de vous poser des questions. Vous ne serez pas capable. 1 mois, 2 mois, 1 an. À un moment donné, vous allez encore faire une rechute et vous allez recommencer à vous poser des questions de façon à vous faire évoluer, à vous améliorer, à vous faire prendre conscience de nouvelles choses. Veut pas. Donc, étant donné que la conscientisation est un mécanisme irréversible et qui n'est pas sous le contrôle de l'homme et de la femme, il sera malade. Il est malade. On parle de maladies de la société, des maladies modernes, des maladies qui naissent dans nos systèmes industrialisés. C'est ça, les maladies de la conscientisation. Oh, il y a des maladies professionnelles qui sont des maladies matérielles. Ça, c'est le manque de conscientisation dans un domaine conscientisé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que parmi 15 personnes de la même famille, tous comprennent quelque chose sauf un. Celui-là risque d'être malade. Manque de conscience à travers un milieu conscientisé. La psychologie, l'ego, vous autres, l'homme psychologique, la femme psychologique, ceux qui aiment, au point de tuer, d'attacher, de souffrir, ce qui est capable d'haïr, au point que ce qu'il haït va prendre plus de temps dans sa conscience que ce qu'il aime. Celui qui est capable de désirer, et qui désire à un point tel qu'il oublie le reste, et qui désire à un point tel qu'il a peur de ne pas avoir ce qu'il désire. Donc, celui qui est capable de vivre la peur. Celui qui est capable de comparer, d'être jaloux. Celui qui est capable d'aider pour être aidé. Celui qui voit la misère, là où ceux qui la vivent ne la voient pas. Vous, l'être conscientisé, l'être évolué, vous devez poursuivre le cheminement jusqu'à un point tel où vous verrez les choses telles qu'elles sont. Alors vous ne pourrez plus voir la souffrance là où ceux qui la vivent ne la voient pas. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus voir la souffrance là où il n'y en a pas. Vous ne pourrez plus être jaloux, vous ne pourrez plus être amoureux au point d'en souffrir, vous ne pourrez plus être haineux, vous ne pourrez plus désirer des choses qui ne sont pas nécessairement en harmonie écologique avec vous. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus laisser naître chez vous des processus de maladie. Lorsqu'une personne est dans le métro, elle désire sentir des fleurs. Lorsqu'une personne est dans un champ, elle oublie de sentir les fleurs. Ça, c'est l'homme normal, c'est la femme normale. Lorsque la conscientisation arrive à un certain niveau, lorsque vous êtes dans le métro, vous prenez le métro, lorsque vous êtes dans un champ, vous sentez les fleurs. Alors l'homme nouveau et la femme nouvelle ne sont pas des robots, parce qu'ils ne souffrent plus. Ils jouissent mieux de la vie. Ils ne sont pas malades. Mais il y a des phases, il y a des étapes par lesquelles l'homme et la femme passent, et ces étapes peuvent les rendre malades. Sachez simplement ceci. Il y a le corps physique. Tout le monde peut le sentir. Il y a la vie, ce que j'appelle le corps vital. Une forme, disons, ralentie en énergie du corps éthérique supramental. Ce corps vital permet la vie. Ce corps vital permet la mémorisation des molécules physiques, chimiques. Ce corps vital permet l'apparition de la forme, des corps. Lorsqu'on ôte la vie, lorsqu'on ôte le corps vital dans une matière, elle se désagrège. Si on retire la vie d'un animal, il pourrit. Si on retire la vie d'une pomme, elle pourrit. On sait que les végétaux ont un processus interne qui leur permet de considérer la vie
comme faisant partie intégrale de leur entité, même s'ils sont déconnectés avec le milieu. Ce que l'homme, ce que l'animal ne peut faire. C'est-à-dire que lorsque l'on arrache un fruit, on peut le mettre sur une table, il va continuer à mûrir. Il continue à vivre. Et c'est pourquoi le régime végétarien, en ce sens, amène plus d'énergie vitale à l'homme et à la femme qui en mange, évidemment, tant qu'elle n'a pas été détruite par le feu. L'énergie vitale, c'est ce qui donne la forme. Je peux donc, par mes mains, par mon regard, par mon souffle, comme vous pouvez le faire aussi, guérir, magnétiser. C'est-à-dire que je prends de mon énergie vitale et je la transfuse chez quelqu'un. Lorsqu'une personne a une maladie, c'est que l'énergie qui se souvient de la forme, l'énergie mémorielle, l'énergie vitale, a été perturbée par quelque chose. Et lorsqu'on guérit, c'est qu'on est capable de faire en sorte que le corps va retrouver sa forme. Si une bactérie pénètre chez vous, elle peut déclencher différents processus de maladie. Elle peut se nourrir de votre énergie vitale et elle va donc croître, comme elle ne peut croître à l'extérieur. Ce sont des maladies qu'on peut guérir par des antibiotiques. L'infection, c'en est un exemple. On pourrait nommer plusieurs formes de maladies de ce genre. Lorsque vous prenez un médicament, le médicament chimiquement fait quoi pour vous guérir? Et là, il y a une différence entre la médecine douce et la médecine chimique. Mais médecine douce, c'est une farce. Ça reste aussi violent que les médecines chimiques. Mais disons que ça nous plaît de l'employer doux pour l'instant, étant donné que ça permet de vendre un peu mieux. Lorsque vous prenez un médicament, c'est la forme vitale, chimique, ce qui permet la constitution du médicament, donc ce qui permet la constitution de la formule chimique, qui, lorsque cela est intégré par votre corps, réinstaure la mémoire vitale chez vous. Alors, on a différents médicaments qui n'ont comme fonction que de vous nourrir vitalement. Et on a des médicaments qui ont comme fonction de détruire l'énergie vitale de l'assaillant, d'une bactérie, d'un virus, des microbes. Le problème, lorsqu'on parle de médecine douce, qu'est-ce qu'on veut dire? La majorité des médicaments de l'ordre de la médecine douce ont comme fonction de réénergiser votre corps vital de façon à ce que celui-ci restructure le corps physique tel qu'il doit être. Tandis que la majorité des médicaments de la médecine chimique ont comme fonction de détruire le corps vital de l'assaillant, détruisant souvent votre corps vital, ce qui crée des effets secondaires. Ce sont deux façons de voir la cure. Donner au corps la faculté de régler le problème, détruire le problème pour que le corps puisse s'en remettre. Détruire le problème veut souvent dire effet secondaire sur le corps, tandis que réénergiser le corps veut dire non, aucun effet secondaire. Comment savoir si un médicament fait partie de ce qu'on pourrait appeler médecine naturelle, non pas douce, de médecine non naturelle, les effets secondaires. Cela veut dire que toi, tu prends un médicament et ne donne aucun effet secondaire. Tu suggères un autre, lui en donne. Médecine violente pour l'autre, médecine naturelle pour celui-ci. Le même médicament. Faut faire attention. On ne peut pas étamper. Vous devez découvrir et savoir. Si le corps, régi par votre psychologie, devient paresseux, vous restaurez par un médicament, de quelque ordre qu'il soit, votre corps vital, ce qui replace le corps physique. Et votre psychologie, vous interdisez inconsciemment de faire en sorte que le corps vital, une fois restauré, s'occupe de lui. Vous allez développer une dépendance physique, c'est-à-dire vitale et psychologique envers le médicament. Alors, inconsciemment, on ne laisse pas de notre énergie vitale suffisamment dans une région particulière, que ce soit un ulcère, une maladie coronarienne, etc. On ne laisse pas le corps vital la possibilité de continuer à l'entretien d'une région, alors on devient sujet à devoir continuellement prendre des médicaments. Pourquoi y a-t-il une attraction psychologique envers le médicament et une attraction vitale, physique? Parce que la psychologie règle l'apparition des maladies. La psychologie, c'est l'endroit où se situe l'ego.
là où se situe l'identification que vous avez de vous. Lorsque je dis « Vous êtes bien habillé ce soir », je ne parle pas de votre corps physique. C'est lui qui est bien habillé, mais ce n'est pas à lui que je parle. Je parle à quelque chose chez vous. Ce n'est pas votre corps mental. Ce n'est pas votre corps où, disons, interfère l'intellect. C'est où il y a l'émotion. Et là, ça va flatter l'ego. Et là, vous allez vous sentir énergisé. Vous allez vous sentir mieux. Pourquoi? Parce que la parole que je vous donne vous permet de l'absorber et ça vous énergise. Lorsque je disais qu'on peut guérir par le souffle, par la parole, par les mains, par les yeux, un regard, ça fait des choses. C'est-à-dire qu'on communique de notre magnétisme aux autres. Vous êtes beau. Ah, votre auto, votre nouvelle auto extraordinaire. Vous pouvez être énergisé par cela. C'est-à-dire que vous ne refusez pas, vous ne résistez pas à ce qui est dit. Vous l'acceptez. Ça vous nourrit. Vous êtes laid ce soir. Pourquoi tu as acheté ça? Cette compagnie-là, Ferroy, ordure, rebut, déchets. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une résistance de l'ego. Il va lutter. Mais pour lutter, il doit avoir des énergies qu'il ne peut pas prendre chez l'autre. Alors l'ego va puiser chez lui pour aller chercher des énergies de façon à résister. Et là, c'est le problème. Vous résistez continuellement. Vous résistez à ce que vous comprenez, parce que vous doutez. Vous résistez à vos décisions, parce que vous doutez. On demande l'opinion aux autres. On essaie d'aller chercher de l'énergie chez les autres pour bloquer notre résistance, pour qu'on puisse agir. La culpabilité est l'un des pièges le plus parfait pour rendre l'homme malade. Mais ça l'assujettit aussi à la collectivité. Lorsque l'homme résiste, il a besoin d'énergie. Ces énergies les prend chez lui, dans votre psychologie. Mais attention, êtes-vous fatigué? Si vous êtes fatigué, vous n'aurez pas suffisamment d'énergie. Alors automatiquement, vous allez aller chercher des énergies à deux places. Au niveau de votre corps mental, c'est-à-dire au niveau de votre intellect, disons, pour les nouveaux. Pour les personnes qui ne sont peut-être pas familiarisées, mais de toute façon, je crois que la terminologie elle est adéquate. Ici, on va parler du corps physique, du corps vital, la vie, ce qui garde la mémoire. On retire la vie, la mémoire se perd, le corps pourrit. On parle du corps astral qui concerne la psychologie, c'est-à-dire les mémoires, l'expérience, l'apprentissage, l'éducation, les désirs, les peurs, les émotions. Et on parle du corps mental qui, lui, est capable de raisonner à partir des mémoires, mais sans être coloré par l'émotion. Un corps qui est capable de prendre des décisions logiques, écologiques, sans être coloré par ce qu'il veut, au niveau émotif. Ceci est bien, je le prends. Ceci est bien, mais ça ne me tente pas. C'est bien, je le prends. C'est le mental qui travaille. Ceci est bien, mais ça ne me tente pas. Le mental voit que c'est bien, mais il est coloré par l'émotion, par l'homme psychologique qui est paresseux, et là, il ne le fait pas. La psychologie, elle peut se nourrir pour se défendre si elle est fatiguée, et la majorité de tous les êtres humains d'une région industrialisée ou conscientisée sont fatigués. Ils ne sont pas en pleine forme. Lorsqu'ils sont fatigués, ils doivent aller chercher de l'énergie en haut, dans le corps mental, c'est-à-dire qu'ils vont abaisser les vibrations du corps mental, ce qui fait que le corps mental ne peut plus agir d'une façon fonctionnelle, ce qui, à un moment donné, va faire que dans une colère, vous allez dire des choses qui ne sont totalement pas écologiques, qui sont même complètement stupides, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Alors après, vous allez dire, ma parole a dépassé ma pensée. Non, la parole ne dépasse pas la pensée. La parole est exprimée par la pensée. Vous pensiez cela lorsque vous l'avez dit, mais vous n'aviez pas la conscience, vous n'étiez pas dans un niveau énergétique pour discerner si c'était intelligent, écologique, diplomatique ou pas pantoute. Pourquoi? Parce que pour l'exprimer, vous avez été grugé en haut, alors là, vous ne savez plus ce que vous faites. Ce qui fait que la fatigue et la résistance égoïque ne créent pas de maladie, mais elle empêche l'homme de bien réfléchir. Elle empêche la femme de bien réfléchir.
Plus vous êtes fatigué, plus pour être vous-même au niveau de l'identification, vous allez puiser au niveau du mental. J'ai un gros problème ce soir à « Oh, je suis fatigué, je peux pas en parler ». Effectivement, vous ne pourrez pas en parler. Sauf si on vous énergise. Oui, mais c'est parce que j'ai gagné 1 million de dollars, puis j'aimerais ça savoir comment... Oh! Là, vous captez. Là, vous le laissez rentrer, l'autre. Laissez-le parler. Vous allez être suffisamment énergisé pour les régler. Mais, cette énergie-là, vous allez la prendre où? Le million de dollars de l'autre, vous pensez en ramasser un peu? C'est tout qui vient vous voir. Va permettre à votre psychologie de laisser libérer des énergies pour vous permettre d'être à l'écoute de l'autre. Parce qu'il y a un désir, parce qu'il y a une émotion. Et là encore, c'est un problème. Ne pouvant aller chercher les énergies au niveau mental, on les a déjà brûlées. Je prends un autre exemple. Je viens faire comprendre l'idée que la psychologie peut gruger vos facultés de réflexion intelligente. Vous êtes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, vous êtes dans votre bureau, en train de réfléchir à un processus publicitaire. Téléphone sonne, vous répondez. Vous êtes un homme, c'est votre femme. Vous êtes une femme, c'est le mari. Et vous engueule. Au bout de 15 minutes, vous raccrochez. Êtes-vous capable de continuer votre travail? Non. Pourquoi? Parce que tout le processus psychologique est allé gruger ce qu'il y avait comme énergie. C'est le devoir oublier, c'est-à-dire, vous allez devoir faire en sorte que ce qui est présentement psychologiquement têteux d'énergie mentale disparaisse de chez vous. Soit refoulé plus bas, ne puisse pas toucher en haut. Alors vous gardez votre faculté mentale de raisonner. Mais si vous l'avez stocké plus bas, c'est-à-dire si vous l'avez fait baisser en vibration par le positivisme, par la boisson, par une cigarette, si vous l'avez fait baisser en vibration, il va vouloir se réénergiser, mais à partir non plus du haut parce qu'il ne peut plus, mais du bas. Et qu'est-ce qu'il y a en bas du plan psychologique? C'est le plan vital. Celui qui maintient la forme du corps. L'énergie vitale, yin, yang et hominale chez l'homme, elle est intégrale, elle est parfaite. Le soleil vous donne en yang ce que vous avez besoin, la terre vous donne en yin ce que vous avez besoin, et vous générez en énergie minale ce qu'il vous faut. La nourriture vous amène de l'énergie yin, carotte, tomate, etc., pas tomate, patate, etc., de l'énergie yang, tomate, pomme, orange. Bon. On a suffisamment. Mais le problème, c'est que la psychologie n'a pas suffisamment. Parce que dans un monde tel qu'on est aujourd'hui, un monde qui se conscientise, vous apprenez des choses, vous apprenez à penser, vous apprenez à avoir des concepts, vous apprenez à avoir des croyances, vous apprenez la foi, vous apprenez à contrôler, vous apprenez à vouloir être reconnu. Mais pour tout cela, vous devez payer un tribut, l'énergie. Dans les pays sous-développés, ils n'ont pas tout ce que je viens de dire. Alors, ils n'ont pas à payer le tribut de l'énergie vitale. Ils paient le tribut de l'énergie mentale un peu, mais ils sont en santé. Alors, cela veut dire que, à un moment donné, le comptable ou d'autres personnes ont besoin de leur faculté mentale. Mais psychologiquement, ils ont de la difficulté à s'intégrer. C'est stressant. Le stress, il peut être évident et il peut être sournois, très camouflé. Je peux vous donner un exemple de stress. Êtes-vous stressé? Présentement, la majorité, non. Ouais! La majorité, oui. Mais le fait que je crie ne stresse pas. Parce que vous êtes stressé, vous absorbez mal. Ceux qui n'ont pas réagi, ils n'étaient pas en dessous des haut-parleurs ou n'importe quelle raison. Mais c'est facile de stresser des personnes. On klaxonne sur un coin de rue, puis là, vous cherchez si c'est vous. Vous en allez en automobile, les conducteurs, vous devez savoir. Ça klaxonne, vous dites c'est pas vous. Puis l'autre, il vous demande, qu'est-ce qu'il vous demande, l'autre? Mais non, pourquoi qu'il klaxonne après? C'est pas après moi qu'il klaxonne. Souvent, c'est même pas après vous, mais l'autre, il pense que, bon, c'est ça, c'est le stress. C'est le stress. Claquer une porte, pourquoi que ça achale? Les enfants, quand ils claquent les portes, ça ne dérange pas. Quand vous claquez une porte, ça ne dérange pas les enfants, mais quand eux en claquent une, ça vous dérange en maudit. Le stress, il est là. Le stress, c'est un mécanisme qui permet à l'ego, à la psychologie, de s'énergiser par le bas. Le comptable, il est là.
Il calcule, il a besoin de ses facultés mentales, donc il ne peut pas, pour pouvoir nourrir sa psychologie, se servir des énergies mentales, il en a besoin. Alors il va se nourrir d'énergie vitale, c'est-à-dire que la psychologie, on a le corps physique, le corps vital, le corps psychologique, le corps mental. La psychologie qui est en troisième plan se nourrit du corps mental en baissant ses vibrations, parce qu'elle ne peut pas y toucher, c'est comme si on avait des couleurs. Ou bien elle fait augmenter les vibrations du corps vital pour se nourrir. Et c'est ce que la majorité des personnes conscientisées font. Ils ont besoin de leurs facultés intellectuelles pour pouvoir raisonner, philosopher, spéculer, comprendre. Ils ont besoin de leur psychologie pour avoir l'impression qu'eux évoluent. Alors ils se foutent royalement de leur corps vital qu'ils ignorent, et le corps physique qu'ils essaient tant bien que mal, plus souvent qu'autrement mal, de s'en occuper. Même le végétarien s'occupe du corps physique et puise dans son énergie vitale tout ce qu'il a besoin pour pouvoir argumenter des choses. L'omnivore, même chose, le carnivore, même chose. Le comptable, il est assis là, il a besoin de sa faculté mentale pour penser, il a peur de faire des erreurs, il revient, il revérifie. Sa peur, elle est psychologique, elle n'est pas mentale. Cette peur, elle va chercher de l'énergie quelque part pour pouvoir être supportable par l'ego. Elle ne peut en prendre au niveau du mental, le comptable a besoin de son intellect pour fonctionner. Alors elle va en prendre au niveau du plan vital. Elle va en prendre au niveau de la vie. Elle va en prendre quelque part dans le corps, de l'énergie vitale qu'elle va transformer. Si elle en prend sur la peau, lentement la peau va commencer à se désagréger. C'est-à-dire que la peau, les cellules qui se reproduisent, ne se rappellent plus comment se reproduire. Ils ne savent plus comment aller, quoi créer. On a l'eczéma, on a l'acné, on a des cancers de peau, on a des rougeurs, on a des démangeaisons. Je donne un exemple. Mais plus souvent qu'autrement, ces maladies vont être... On va chercher de l'énergie là où il y en rentre le plus. Où rentre-t-il le plus de l'énergie vitale? Au niveau du système respiratoire, par l'air, et au niveau du système digestif, par la nourriture. L'homme respirant mal, plus souvent qu'autrement, la femme aussi, elle va chercher la psychologie à puiser là où on a le plus d'énergie vitale au niveau du système digestif. À l'instant où la nourriture rentre, avant qu'elle soit digérée par le corps, la psychologie va aller chercher au niveau de l'estomac, entre autres, et du début du système intestinal. Ce qui va créer des ulcères, ce qui va créer des malaises de digestion. On peut attaquer le foie, on peut attaquer différents phénomènes corporels. Le système digestif passe en premier. Pourquoi? Parce que l'homme, soit qu'il refoule son problème, donc le baisse en vibration pour qu'il ne soit plus à sa conscience qui est plus élevée, donc il l'oublie. Ce problème, plus bas, va chercher de l'énergie vitale quelque part. Et c'est plus souvent qu'autrement dans le corps. Une personne qui ne mange pas suffisamment bien pour nourrir sa psychologie par le système digestif se verra dans l'obligation de puiser au niveau du système respiratoire. Donc, elle va attaquer les poumons. Mais l'échange entre l'énergie vitale et le système sanguin est tellement rapide, l'endroit le plus focalisant au niveau de l'énergie va être le cœur, là où le sang est pompé. Parce que si on n'a pas le temps énergétiquement de capter l'énergie vitale dans le système pulmonaire, parce qu'il est capté par l'hémoglobine et dirigé vers le cœur, la meilleure place, c'est le cœur. Prenant de l'énergie vitale au niveau du système coronarien, les grosses artères, que ce soit l'aorte, que ce soit l'artère pulmonaire, la veine pulmonaire, le cœur lui-même, les artères qui nourrissent le cœur, les artères qui vont, par exemple, nourrir le cerveau, là où il y a le plus d'oxygène et le plus d'énergie vitale vers le cerveau. Alors, automatiquement, ces artères perdent, ne se rappellent plus comment se reproduire. Les cellules se reproduisent régulièrement chez l'homme, sauf certaines qui ont la possibilité de le faire, mais qui manquent d'énergie vitale pour le faire, les neurones cérébrales. Alors, la personne, dans sa psychologie de conscientisation, parce qu'elle résiste, on va vous expliquer le problème, le phénomène de la résistance,
va puiser en énergie vitale là. Le repos, pas le repos obligé par l'épuisement, le repos. Une alimentation saine veut dire en énergie vitale autant qu'en minéraux ou en organismes pour le corps, permet à l'homme de se soustraire à ces maladies même s'il vit dans le même cadre que les autres. Pourquoi? Parce qu'il aura suffisamment d'énergie vitale à pouvoir capter pour son ego. Je crie, vous avez peur, vous êtes stressé, votre corps transpire, votre cœur palpite, vous rougissez. Votre psychologie se sert présentement de votre corps. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle puise de l'énergie vitale dans des régions dangereuses. J'ai peur, je me sens, mon cœur accélère. Oui, le cœur accélère, parce que mes glandes surrénales ont sécrété de l'adrénaline, entre autres, parce qu'elles sécrètent 4 catécholamines, des hormones, donc de l'adrénaline, ce qui est le plus connu. Pourquoi? Pour pouvoir pallier au manque d'énergie vitale que soudainement et subitement je viens de soutirer pour nourrir ma psychologie. Alors automatiquement le corps réagit et ce qui est connu sous le nom d'émotion physique apparente. Ah, tu rougis là, tu rougis. Ben oui, c'est normal, je rougis. Parce que j'ai une vasodilatation périphérique, alors il y a plus de sang en périphérie, puis le sang c'est rouge, je rougis. Parce que psychologiquement, ce que tu viens de dire, j'ai résisté. Même si c'est un compliment, on peut résister. Parce qu'on a une fausse modestie. Alors j'ai résisté, j'ai puisé dans l'énergie vitale de mon corps quelque chose pour pouvoir me restructurer au lieu d'accepter ce que tu me dis. Il manque quelque chose dans le plan physique, au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, quand c'est dans l'instantanéité. Alors automatiquement, le corps s'organise pour que le corps fonctionne. Et ça crée les symptômes que l'on connaît. Vous allez à un tournoi de tennis, c'est votre première compétition. Alors, vous préparez longtemps. 2, 3 jours avant, vous êtes nerveux. Ça ne sera pas nécessairement coronarien. Mais les toilettes, il faudra qu'ils soient proches. Pourquoi? Parce que si c'est à long terme, vous allez prendre, la psychologie va se nourrir dans le système digestif, au niveau vital, ce qui fait que la digestion est perturbée, le péristaltisme fonctionne trop. Il y a différentes choses qui vont se passer au niveau du système digestif, ce qui fait que là, pipi, caca, souvent. Et lorsque la compétition arrive, là, le cœur va commencer. Là, la transpiration va commencer, parce que là, vous luttez. Pourquoi? Vous êtes orgueilleux. Ah, vous luttez. Mais là, vous luttez. Là, vous avez le trac, là, vous avez la chienne, là, vous avez peur. Pourquoi? Parce que, égoïquement, il y a une résistance à un événement normal. Alors, vous puisez maintenant, vu que ça devient, disons, urgent pour l'ego, dans le système respiratoire et cardiaque et circulatoire. Mais à la longue, et écoutez bien ceci, à la longue, les cellules qui, dans leur génétique, ont l'énergie vitale, qui mémorisent ce qu'elles doivent reconstituer, et à l'endroit où elles doivent aller, comme un tissu cicatriciel, par exemple, qui vient fermer une plaie, mais qui n'a pas autant d'énergie vitale, c'est-à-dire qui n'a pas la même qualité d'énergie vitale que le tissu normal. C'est pour ça qu'on reste souvent qu'une cicatrice et c'est différent comme cellule, comme peau. À la longue, les cellules sont dévitalisées, donc on retire de l'énergie vitale pour nourrir notre psychologie. À la longue, même dans la génétique de ces cellules, elles finissent par oublier. Alors, elles vont éliminer des mécanismes vitaux, baissant en énergie vibratoire. Le gras peut se coller sur les artères. Il est maintenant bienvenu, tandis qu'avant, il ne pouvait pas se coller dessus. La vibration des cellules des artères ne pouvait pas permettre au gras ou au calcium d'être stocké. Perdant en énergie, cela est stocké, ce qui va créer de l'athérosclérose ou de l'artériosclérose, entre autres. Mais à la longue, même les cellules qui se reproduisent génétiquement finissent par mémoriser la nouvelle formule. Ils ont vécu combien d'années avec un taux d'énergie vitale basse, alors ça ne paraît pas. Mais leurs enfants sont sujets, eux aussi, aux mêmes maladies. Maladies cardiaques. Vous rentrez dans un hôpital, j'ai amené suffisamment de personnes dans les hôpitaux pour savoir. Les questions, est-ce que dans votre famille, il y a des épileptiques? Est-ce que dans votre famille, il y a des personnes qui sont mortes de maladies cardiaques, de maladies circulatoires? Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent de diabète? Bon, des maladies génétiques, héréditaires, mais que vous n'avez pas à la naissance, mais que vous pouvez développer plus facilement que d'autres. Pourquoi plus facilement que d'autres? Dans votre code génétique, il manque des choses. Prenez ce qui reste, vous le développez instantanément.
plus facilement. Parce que moins normal est le corps. Mais une personne qui vit d'une façon écologique avec ce mécanisme crée des enfants par la suite qui ne seront pas sujets à avoir plus facilement ces maladies. L'ego, la résistance, se nourrit. Elle a besoin d'être nourrie. Lorsque vous êtes totalement épuisé physiquement, je ne parle pas de l'épuisement psychologique d'une maladie intelligente, épuisé physiquement, on vous dit « t'es laid ». Ah, ça peut faire plaisir. Vous n'avez même pas la puissance de résister. Savez-vous pourquoi? L'épuisement physique n'est pas organique. Mangez, vous ne serez pas en forme. L'épuisement après un long travail physique est un épuisement vital. Il vous faut de l'énergie vitale. Le repos, dissociant votre psychologie par le rêve, le voyage astral, permet à l'énergie yang, solaire, et tellurique, yin, de pouvoir revenir dans le corps physique et le replacer. Le repos avec sommeil, chez l'homme qui a une psychologie vagabondante, est nécessaire, tandis qu'une personne qui est plus conscientisée, qui n'a plus de psychologie, dans le sens de l'homme ancien ou de la femme ancienne, lui va s'asseoir et va se reposer, s'endormir. Mais lorsque vous êtes totalement épuisé, c'est que votre degré d'énergie vitale corporelle est tellement bas qu'il n'y en a même plus suffisamment pour nourrir votre psychologie. Alors là, c'est le temps de vous dire des bêtises. Là, c'est le temps de vous faire signer un contrat. Là, c'est le temps de faire bien des choses, vous ne pouvez plus résister psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez. Il y a des phénomènes qui permettent d'amener de l'énergie vitale au corps physique, des médecines violentes, comme certaines formes de tisane ou d'infusion. Le café, entre autres, en est un. Le thé, qui contient une autre forme de caféine, en est un. D'ailleurs, qui en contient plus que le café. Ça amène une énergie vitale qui, pendant un laps de temps, est capable de pallier au manque du corps. Sauf qu'à la longue, le corps physique, la psychologie, c'est la psychologie qui fait ça. La psychologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait « Oh, je me sens fatigué, je vais-tu me coucher? On va prendre un café. » Ça, c'est la psychologie qui veut avoir de l'énergie vitale pour se nourrir. Alors, elle prend un café, d'où dépendance. Lentement, elle va instruire son corps à ne plus recréer cette énergie vitale dans cette région, et elle va compenser par le café. Lorsqu'une personne ne fume pas, il y a des parcelles, de légers trous entre chaque neurone et chaque cellule gliale qui constituent le cerveau de l'homme, entre les axones et tout ce qui les relie. Mais le corps sécrète une forme d'hormone, premièrement, des endorphines, mais on s'en fout, et il émet par l'attirance biologique, chimique de ces hormones, de l'énergie vitale qui viennent combler chaque trou laissé vacant par les espaces neuroniques et gliales du cerveau. Mais lorsqu'une personne fume, la nicotine va remplacer les hormones. Alors automatiquement, le corps apprend à ne plus sécréter ces hormones dans ces régions. Lorsque la personne cesse de fumer, le cerveau tend à s'écraser. Oh, ce n'est pas visible, mais c'est perceptible par les sens cérébraux, par la psychologie qui est focalisée au niveau de l'hypothalamus cérébral. Alors, ce qui va arriver, c'est que la personne qui cesse de fumer, elle a une impression particulière dans sa psychologie. Il y a quelque chose qui ne va plus. Quoi? C'est qu'au niveau de l'énergie vitale attirée par ces hormones, ces endorphines, la psychologie s'en sert pour se nourrir. Mais là, il n'y en a plus. Alors, il y a un problème neurologique. Elle prend une cigarette et tout se replace. La nicotine va remplacer, elle va réattirer cette énergie. La personne se sent mieux. Là, c'est calmé, je me sens en forme, je me sens d'attaque, je me sens n'importe quoi. La cigarette, elle va pallier à différents mécanismes parce qu'elle permet une attraction d'énergie vitale au niveau du cerveau et là, focalisée au niveau de l'hypothalamus et du thalamus cérébral, donc c'est des parties de notre cerveau, la psychologie s'en nourrit. Pourquoi l'acupuncture, l'auriculopuncture entre autres, a-t-elle des effets sur le cesser de fumer? C'est parce qu'on stimule la sécrétion des hormones qui vont remplacer la nicotine au niveau du cerveau. Mais il faut que ce soit stimulé régulièrement. Ça fonctionne. Sauf que si la psychologie est impatiente, elle va dire « Oui, mais ça n'a pas marché comme il faut. Tu sais, des fois oui, des fois non, j'avais besoin. » Ça dépend comment elle va interférer et du temps qu'elle va se permettre pour guérir. La science peut la tuer, ou tuer le processus de guérison.
Ça, ce sont les processus de la maladie tels que l'homme le vit. Un virus pénètre, il a une forme d'énergie vitale particulière. Ôtez-lui, il meurt. Un médicament vient lui ôter. Un champignon vient le sucer. Alors, on va avoir différentes formes de médicaments qui vont avoir ce processus, mais ça peut sucer aussi des parties de l'énergie vitale du corps. Je vais donner un exemple. Dans les antibiotiques, on en connaît certains qui peuvent donner des allergies. On prend l'antibiotique et celui-ci a la faculté d'aller chercher dans le virus, par exemple, dans l'intrus, son énergie vitale, l'autre meurt. Il ne le digère pas nécessairement, il meurt. Mais s'il va chez certaines personnes chercher de l'énergie vitale plus facilement ou aussi facilement que chez l'agresseur, parce que le corps vital de la personne a une vibration particulière qui est en résonance parfaite avec l'antibiotique, alors automatiquement le corps réagit d'une façon extrêmement violente et c'est l'allergie. Certains médicaments vont faire la même chose. Lorsque l'homme comprend simplement ce processus, il peut déjà travailler à l'arrêt de la maladie. Mais il faut comprendre que les maladies d'ordre vital prennent un laps de temps à apparaître, normalement, sauf par le biais de certains processus violents. L'allergie est une réaction psychologique plus souvent qu'autrement, une réaction de défense à une attaque qui n'en vaut pas l'énergie. Vous avez quelques poussières dans le nez et automatiquement vous pleurez, vous vous mouchez. On a une réaction de défense majeure, le rhume des foies entre autres par exemple, à une attaque, une agression mineure. Presque toutes les allergies vont résulter de cela. La psychologie, connaissant ce processus, vous êtes capable d'étudier suffisamment vos phénomènes psychologiques par rapport à ce que vous vivez. Et si l'homme est capable d'ajuster son plan de vie, son plan de nutrition, son plan de repos, son plan de bain de soleil, son plan de bain de forêt, enfin, il y a différents mécanismes qui permettent à l'homme d'arriver à pallier. Mais il faut surtout voir jusqu'à quel point l'homme, la femme se prennent au sérieux. Dans votre conduite automobile, à quel point vous prenez-vous au sérieux? Essayez juste de vous poser la question, écrivez-la sur votre tableau de bord, pas dans la vitre, juste à côté. Essayez juste de noter à quel point je me prends au sérieux. Point d'interrogation. Alors, vous faites un travail vous-même sur vous. Je ne suis pas là, vous n'êtes pas manipulé, il n'y a rien qui se passe, écrivez ça. Alors, vous vous en allez, vous conduisez, puis il y a quelqu'un qui vient vous couper comme vous ne faites pas, puis là, vous observez. C'est facile de savoir quand le corps psychologique, quand votre psychologie se nourrit ou ce qu'elle ne faut pas. C'est facile. Observez le corps physique. Observez juste votre corps physique. Si vous avez une réaction physique, je ne parle pas d'un geste de la main. La psychologie contrôle la musculature. Ça, c'est correct. Jusque-là, ça ne nuit pas trop. Tant que la main ne frappe pas un mur puis ne se brise pas un poignet. Bon. Observez simplement votre réaction physique. Il y a eu une réaction de transpiration, d'accélération cardiaque, de n'importe quoi. Une obnubilation. Vous étiez en train de penser à quelque chose, puis on vous a carrément décroché de ça, là, vous pensez à quelque chose d'autre. Après ça, vous revenez. Où c'est que j'en étais, là? Bon. Vous savez, quand une personne parle avec quelqu'un, vous jasez avec votre femme, par exemple, ou avec votre mari, il y a quelqu'un qui vient vous voir, puis qui vous dit, ou encore les enfants, souvent, « Hey, maman, quand est-ce que tu... Je suis en train de parler, là. Ah, tu m'as fait perdre ce que je disais. » Vous avez perdu ce que vous disiez. On ne peut pas vous le faire perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que vous avez une réaction psychologique qui s'est nourrie de votre énergie vitale dans votre plan physique, ce qui fait que vous avez même perdu ce que vous disiez. Vous avez trop baissé en vibration, puis vous êtes allé chercher dans le plan physique, vous avez perdu ce que vous disiez. Là, vous allez devoir faire un travail pour le retrouver. Ce travail puise encore dans l'énergie vitale de votre corps physique. À quel point je me prends au sérieux? Chaque fois qu'un événement extérieur agrève votre psychologie et que celle-ci s'exprime par le corps physique, vous vous preniez au sérieux, d'une façon pathologique. Vous allez en être malade. Et instantanément,
choc vagal, perdez connaissance. Ou dans 50 ans. La guérison miraculeuse, ça fonctionne pour des maladies miraculeuses. Une maladie qui apparaît pouf instantanément se guérit pouf instantanément. Une maladie qu'on cultive depuis 30 ans, à moins de rencontrer une personne qui a un degré d'énergie vitale hautement énergisé, ne se guérit pas instantanément. Le fait de comprendre le processus de la maladie ne la guérit pas. Ce soir, peut-être que plusieurs ont compris le processus même de ces maladies. On n'en est pas guéri pour autant. Il faut commencer par comprendre. Le fait de voir que le café vous stresse n'élimine pas le stress. On doit éliminer le café. Alors, le fait de voir ce qui rend malade ne guérit pas. Certains vont dire, moi, mais je pensais que juste le fait de savoir pourquoi que j'étais, ben oui, mais le fait que tu le sais, tu peux travailler, mais le fait que tu le sais ne guérit pas. Alors, il y a un problème. Jusqu'à quel point l'homme se prend-il au sérieux? Je parle de l'homme psychologique. Prenez votre corps au sérieux. Il ne sera plus malade. Quand je dis prenez votre corps au sérieux, je parle du corps physique à partir des lois qui régissent le corps physique. Le gars qui fait de l'haltérophilie, qui se bâtit des gros muscles, ça sait qu'il ne peut plus dormir comme ça fait trop mal, c'est trop dur. Celui-là ne prend pas son corps au sérieux, s'en fout royalement. Lui, il prend l'image qu'il a de lui au sérieux. Il prend sa psychologie au sérieux. Prenez votre corps au sérieux. Prenez votre corps vital au sérieux. Prenez vos facultés mentales au sérieux, puis prenez pas votre faculté psychologique au sérieux. Prenez-la en considération. C'est pas pareil. Cela veut dire que vous avez le goût pour telle chose, mais vous savez que ce n'est pas bon. Vous savez que vous n'avez pas besoin. Vous savez qu'etc. Là, je suis plein, là, je finis, là. Bon, le dessert, ben oui, mais t'es plein. Si t'es plein, t'es plein. Si t'es bourré pour tout. Non, habituellement, il y a toujours un petit coin qui se défait, que je sais pas comment ça se fait d'un coup. Pouf! Puis plus c'est bon, plus c'est pouf. Puis là, il y a de la place, là. Plus de place pour le steak, plus de place pour les... Plus il y a... m'a fini mon verre de vin, par exemple, ça j'ai de la place. C'est du liquide, ça va à la même place. M'a fini ma bière, ça j'ai de la place. Mais j'ai plus de place pour ça. Puis quand le dessert arrive, j'ai peut-être de la place. Mais il y a un processus qui est erratique. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ça demande évidemment un effort psychologique, c'est-à-dire que l'être psychologique doit se mettre à genoux devant l'être réel, devant vos nécessités corporelles, devant vos nécessités mentales, devant vos nécessités vitales. Est-ce que je vais me promener dehors? Il fait beau. C'est pas la psychologie qui va sortir. Ça va lui faire du bien. Pourquoi? Parce que ça va énergiser le corps vital. Donc, la psychologie va pouvoir s'en nourrir. Alors, la psychologie va mieux. Sortez quelqu'un dehors quand il est maussade, il va aller mieux. Parce qu'il nourrit son corps vital. Et sa psychologie qui cherche à se nourrir et qui vibre mal, pour ça, va trouver nourriture dans le corps vital. Avez-vous remarqué que la majorité des personnes qui prennent des vacances, après 2-3 heures ou 2-3 jours de vacances, c'est correct. Là, ils seraient prêts à revenir. Là, ils ne restent plus en place. Là, ils sont tannés. À moins qu'ils soient loin. Savez-vous pourquoi? Vous en allez en campagne. Un pique-nique, ça fait du bien. Vous en allez là une semaine de temps. Mais après 2-3 jours, la campagne commence à être plate. Pour bien du monde. Ceux qui vont en campagne, qui aiment ça, alors allez dans un hôtel, allez en Floride, allez... Quand on prend des vacances, à un moment donné, c'est bien plate. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas reposé. La vacance, là, vous devez la prendre quand vous avez hâte. Mais pas quand ça fait 5 ans que vous avez hâte, évidemment. Vous arrivez dans votre vacances, 2-3 jours, on fait rien. Puis à un moment donné, ça commence, là, il me semble que, tu sais, là, c'est le temps de rester. Parce que là, vous avez juste assez d'énergie pour nourrir votre psychologie. Elle croit que la vacance est finie. Le corps, pas partout. Vous continuez à être en vacances jusqu'à temps que vous finissez par vous habituer. Puis là, le corps vital, là, lui, se repose. Les vacances, normalement, après 2 semaines, débute la vacance vitale. Ça fait long. Échelonnons-les sur l'année, mais il faut en prendre 3 semaines des vrais. Sinon, après 2 semaines, je m'en vais en vacances et je dis, quand je suis reposé, je reviens. Après 2 semaines, c'est pas le temps. Je me sens pépant de pep. C'est pas le temps. Ma psychologie, mon corps a suffisamment d'énergie vitale pour que ma psychologie se sente bien.
D'une semaine après être revenu, par exemple, je vais revenir comme j'étais. Après 2 semaines, là, je commence mon repos vital, qui peut s'échelonner dépendant de l'usure qu'on a faite au courant de l'année. Daniel, à la façon dont je t'ai écouté, ce que tu avais à nous dire ce soir devait valoir au moins 1 million, pour reprendre ton exemple de tout à l'heure. Est-ce que tout ce que tu as amené là en conférence sont bien évidemment des choses qui sont enseignées en PMC, juste pour faire un mot avec ça, pour faire le pont avec le PMC? Bon, si tu poses la question, oui, ça va Puisque toi. tu es l'instigateur de... Exactement. Ce qui est programme. intelligent que je dis, ben, je l'applique après. Hein. Si je ne le savais pas avant, je le sais. Fait que je l'applique après. Mais ça, on le savait déjà. Merci beaucoup, Daniel. On fait une pause d'une demi-heure.